Être très rapidement un petit tour de table, qu'on sache un peu qui est là. Je vais commencer comme ça c'est fait. Thierry France Lanord, donc président de Fibois Grand Est. Frédéric Marbet, référent Axel pour la région Grand Est. Sylvie Leprunier, directrice départementale de la Banque de France à Nancy. Gwendoline Legros, déléguée générale adjointe de Fibois Grand Est, en charge de l'emploi-formation. Christian Kibomba de Fibois Grand Est. Élise Vandenberger de chez Fibois Grand Est. Thibaut, du coup, on te laisse te présenter pour... Oui, Thibaut Surini, on va finir les Fibois, donc chargé de mission à Fibois Grand Est, en charge de la valorisation du bois dans la construction. Paul, peut-être, si tu veux continuer. Oui, j'enchaîne aussi. Donc, Paul Sardin, chargé de mission prescription bois sur le territoire de Champagne-Ardenne. J'ai vu qu'il y avait Cédric qui était là aussi pour passer la main. Oui, bonjour à tout le monde. Cédric Cluneau, Fibois Grand Est, chargé de mission première transformation du bois et seconde transfo. Christian Derchid, vice-président Fibois Champagne-Ardenne. Eh bien, je Sacha, suis Isabelle Arcadiano, chargée de mission des hommes et des arbres. Donc, c'est un agrégateur de projets par et pour les arbres. Peut-être Thibaut, je vais faire dans l'ordre des gens que je vois. Vas-y Thibaut, tu peux te présenter. Donc, bonjour à tous, Thibaut Roche, je suis chargé de mission de transition écologique et énergétique au Parc naturel régional de la Montagne de Reims. Je suis co-animateur de la charte forestière de territoire et du label forêt d'exception maintenant. On a mutualisé les démarches avec l'ONF sur les stratégies forestières. Merci, Monsieur Valdener. Oui, bonjour, Lucas Valdener, je suis journaliste au Journal des entreprises. Merci, Monsieur Chemouille. Bonjour, Jonathan Chemouille, directeur de l'innovation technique pour le groupe de Mathieu Barre. Monsieur Devos, je ne sais pas si votre micro marche. Non, on ne vous entend pas. Vous pourrez peut-être mettre dans la conversation votre fonction et votre organisme, s'il vous plaît. Sacha, oui, je te repasse la main. Oui, bonjour, Sacha, délégué général de Fibois Grand Est. Excusez-moi, j'étais encore au téléphone tout à l'heure. Voilà, Monsieur Devos, c'est référent Axel à la Banque de France aussi. Madame Gay. Oui, bonjour, Christina Gay. Je suis responsable des engagements corporate au Crédit Agricole Alsace-Gauche. Et peut-être la parole à Thalie Marx également. Bonjour, Thalie Marx, chargée de mission économie sur les filières bâtiment habitat à la direction du développement et de l'attractivité, développement économique et de l'attractivité à l'Eurométropole de Strasbourg. Merci. Je crois qu'on a fait globalement le tour, si j'ai oublié personne. Je crois qu'on a vu tout le monde, donc effectivement, on va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Une introduction peut-être? Oui, une petite introduction de toi. Ok. Donc, je voulais te remercier, Thierry, pour ta présence au titre de président de l'association Fibois et de nous accueillir au sein de l'association. J'adresse également mes remerciements à Madame Legros et à Monsieur Surini pour la confiance qu'ils accordent à notre institution qui est la Banque de France et pour le travail qu'ils ont mené aux côtés de Frédéric Marbet, notre référent Axel, dans la réalisation de cette étude qui j'espère, répondra à vos attentes. Donc, votre filière est vraiment très, très représentative sur notre territoire. Son poids est significatif dans l'économie et en termes d'emploi, et tout cela au travers de la diversité des métiers qu'elle regroupe. Elle participe aussi pleinement, et nous en avons un représentant, à la transition énergétique que nous devons tous mener, et à la mutation vers une consommation de biens qui soit plus durable.
Donc, dans cette période qui est troublée depuis plusieurs années, en premier lieu par le Covid, puis par ce conflit ukrainien et ses conséquences sur le prix de l'énergie et les difficultés d'approvisionnement auxquelles sont confrontées un très très grand nombre d'entreprises, il me semble important effectivement qu'on passe ce moment ensemble pour vous présenter les éléments financiers qui révèlent tous les points forts mais aussi quelques pistes d'amélioration des entreprises qui constituent cette filière. Et puis, j'espère que cette étude vous soutiendra dans votre démarche, dans votre stratégie de développement et qu'elle vous apportera quelques clés pour accroître la résilience des entreprises qui en font partie. Donc, je cède la parole à Frédéric, qui a accompli un travail extraordinaire pour vous présenter, le résultat de ses travaux. D'accord, merci Sylvie. Donc je vais prendre la parole, je vais commencer par vous partager l'écran. Voilà. Ok, ça on va l'abaisser. Ok. Est-ce que tout le monde... Alors, précédent peut-être? Non, comme ça. Voilà, ok, très bien. Là, on ne voit pas votre écran. Hein. Vous le voyez. Je pense que le partage il va passer. D'accord. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Ok. Voilà, donc j'ai le plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter le baromètre Axel que nous a demandé Fibois Grand Est pour analyser l'évolution de la filière régionale sur la période 2016-2020 en la comparant à celle de la filière nationale de la France métropolitaine de province. Cette étude prend la suite d'une première qui avait été réalisée en 2018 par Jean-Michel Devos, donc qui est parmi nous aujourd'hui. On ne l'entend pas bien, mais je le salue et je le remercie pour toute la connaissance qu'il m'a transmise sur la base de cette première étude. Nous allons articuler la présentation en 3 points qui correspondent aux 3 grandes parties de l'étude. Dans une première qu'on appelle le panorama, on va analyser des données type état civil des entreprises qui composent dans votre filière. Dans un deuxième point, nous analyserons les données financières que nous avons collectées sur les entreprises de la filière qui dépassent 750 000 € de chiffre d'affaires. Et là, nous ne pouvons pas inclure dans ce stade-là de l'étude les exploitations forestières et la sylviculture pour des raisons de particularité comptable. Et enfin, dans une troisième partie, je vous détaillerai 2 focus qui nous ont été demandés par Fibois sur la menuiserie bois et les travaux de charpente. Alors, nous allons commencer par la présentation des différents périmètre de l'étude. Le premier, le périmètre du site principal, c'est bien sûr la filière bois du Grand Est. On s'intéresse ici à toutes les entreprises dont le siège social est localisé dans notre région. Donc j'insiste sur le fait que des établissements secondaires qui seraient rattachés à des sociétés dont le siège social est extérieur à la région ne peuvent pas être intégrés dans notre étude. Pour les codes NAF correspondant à l'étude du baromètre d'aujourd'hui, je vous les présenterai dans la diapositive suivante et j'insiste bien donc. Toutes les activités d'exploitation forestière et de sylviculture sont bien intégrées dans la première partie que je vais vous présenter. Ensuite, pour la partie financière et les focus, elles ne pourront pas être prises en compte. Le deuxième périmètre de comparaison, donc la filière bois province, en fait, ce sont toutes les entreprises de la filière nationale de France métropolitaine de province, donc on a exclu l'Île-de-France. Et puis, le troisième type de focus de périmètre demandé correspond à la menuiserie bois et aux travaux de charpente. Pour les travaux de charpente, on a pu prendre le code INSEE dans sa totalité, alors que pour la menuiserie bois, le code 4332A mélange à la fois le PVC et le bois. Donc, Madame Legros et son équipe ont sélectionné parmi toutes les entreprises du Grand Est celles qui étaient vraiment de la menuiserie bois pour que ce soit pertinent.
La liste des codes d'activité de la filière bois, donc là, vous pourrez le consulter dans les supports que M. Surigny va vous mettre à disposition. Donc, on voit que ça va de l'exploitation forestière et sylviculture pour la première partie, puis l'ensemble des segments industriels du travail du bois, de l'industrie du papier-carton, la fabrication de meubles et d'objets en bois divers, et enfin, les branches du bâtiment, plus spécialement liées au bois, et les branches commerciales liées au bois seront également présentes tout au long de l'étude. Je vous propose de commencer donc par la présentation de la première partie, le panorama qui concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille de chiffre d'affaires, y compris exploitation forestière et sylviculture. Donc déjà en termes de variation, alors je vais juste me permettre, c'est de baisser ici, voilà. En termes de variation, on voit qu'en 2020, on dénombre 13 300 entreprises dans la filière bois du Grand Est, ce qui correspond à 9,7% du nombre d'entreprises totales dans la filière nationale. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre 2012 et 2020, le taux de croissance du nombre d'entreprises en Grand Est est inférieur de 3 points à celui de la tendance nationale. Sur la nature juridique des entreprises, en Grand Est comme en province, on constate une baisse du poids des entreprises exploitées sous forme d'SARL. Ça perd 4 points en Grand Est, en violet, passant de 33 à 29%, au profit des sociétés par action, SA, SAS, etc. Et on constate vraiment la même tendance en Grand Est et en province, alors que les autres catégories sont assez stables entre 2017 et 2020. J'enchaîne avec les tailles d'effectifs, et là on voit que, évidemment, on a une majorité écrasante de micro-entreprises de moins de 10 salariés, 92%, 93% en Grand Est et 93% en province, et une répartition qui est assez similaire sur les autres tranches, quelles sont 10 à 49 salariés, les petites entreprises, les moyennes entreprises 50 à 249 et les 250 salariés et plus à 0,1% en Grand Est comme en province. On continue toujours sur ce passage en revue de l'état civil des entreprises de votre filière et on constate qu'un quart des entreprises de la filière exercent en exploitation forestière et sylviculture. Je tenais à insister là-dessus parce que ce n'est pas parce que dans la partie financière, nous ne pouvons pas présenter de données que la place de cette activité est dominante, enfin, est prépondérante, je vais dire, surtout quand on voit que ce n'est qu'une entreprise sur 5 et moins d'une entreprise sur 5 dans la filière bois de province. Donc évidemment, les richesses forestières, la sylviculture, déterminent les autres activités à 64,1% et donc vont influencer ce qui se passe dans la partie financière par l'implantation des entreprises industrielles de commerce et de bâtiments à proximité de la matière première bois. Si on s'intéresse justement à ces autres activités, 74% pour le Grand Est, on constate sur la période 2012-2020 la prépondérance du bâtiment, 54% des entreprises de la filière bois Grand Est sont des entreprises de bâtiment et ça progresse entre 2012 et 2020, alors que sur l'industrie, on est plutôt sur une baisse du nombre d'entreprises industrielles bois en poids, puisqu'on perd 3 points entre 2012 et 2020. On voit que c'est assez similaire à ce qui se passe en France de province, même si on note un poids du bâtiment encore plus important sur la moyenne France de province. Donc là, on est bien en nombre d'entreprises uniquement. J'enchaîne avec l'analyse du renouvellement de votre tissu économique dans la filière à travers l'analyse des taux de création et des taux de défaillance. Donc, les créations d'entreprises sur l'ensemble de la période qu'on analyse ici, on s'aperçoit qu'on est sur un taux de création moins élevé dans le Grand Est que dans le reste de la France, sauf aux deux extrémités de l'analyse que sont 2013 et 2020. En 2020, on rejoint
après un rebond à partir de 2018, ont rejoint le taux de création de la filière nationale. En termes de défaillance, on observe une diminution régulière de la défaillance, du taux de défaillance d'entreprise jusqu'en 2019. Par taux de défaillance, on entend l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire quand elle n'est pas précédée par l'étape de redressement judiciaire. Et là, on s'aperçoit d'une chute vertigineuse du taux de défaillance en 2020. Bon, c'est valable en Grand Est comme en province, et je dirais que c'est valable sur l'ensemble des secteurs d'activité, puisque l'année 2020 a été très particulière avec la fermeture des tribunaux de commerce à cause de la pandémie pendant plusieurs mois, à cause de l'évolution de la définition de la date de cessation des paiements. Donc, il y a plein de raisons à ça, plus la diffusion des aides à travers les PGE et autres fonds de résilience, de résistance développés par les collectivités. Les données sur les créations et les défaillances ne sont pas sans conséquence sur l'ancienneté des entreprises. Donc, on s'aperçoit que la filière Bois Grand Est est composée d'entreprises matures et on a même une entreprise sur 3 qui a plus de 20 ans. Donc, des entreprises bien installées, là où cette proportion pour les plus de 20 ans est à 29% dans la filière nationale, donc 4 points d'écart qui sont quand même significatifs ici. Pour l'analyse de la pyramide des âges des dirigeants, on s'aperçoit sur la période 2012-2020 d'une augmentation de la part des dirigeants de plus de 60 ans. Elle passe de 13,2% en 2012 à 19% en 2020. Et ce poids de 19%, vous pouvez remarquer, la comparaison avec le bois province, c'est quand même 3 points d'écart ici. Donc, une problématique de transmission à prendre en compte dans les prochaines années. Donc, j'en ai fini avec cette première partie concernant le panorama de la filière. Monsieur Surigny, vous m'aviez proposé d'arrêter à chaque étape de l'étude pour peut-être laisser la place aux questions au fur et à mesure, même si on prévoira encore en fin de session un temps pour toutes les questions. Oui, merci. Non, c'est l'occasion de rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat de la avec le fil de discussion. Juste une question, c'est de Thibaut Roux, de savoir si les données seraient disponibles à des échelles plus petites que la région, notamment les départements ou les intercommunalités. Alors là, ça n'a pas été, décidé dans la commande au départ. On ne peut pas descendre toujours à ces niveaux de capillarité pour des raisons de secret statistique. On est engagé à la non-transparence pour qu'on ne puisse pas identifier telle ou telle entreprise derrière nos chiffres. Alors, donc, clairement, si on l'avait demandé au départ, on aurait fait une préétude pour être certain de pouvoir le faire. Mais en tout cas, là, pour la présente étude, je ne peux pas vous fournir ces données. Très bien. Et donc, Tali Marx nous demande quelle part des entreprises bois par rapport aux autres entreprises. Si je ne me trompe pas, c'était peut-être mentionné dans la première diapo, non? Là, on n'a que des entreprises bois. Là, oui, oui. Dans la première diapo, je n'ai pas de référence aux autres entreprises de France, à tous les autres secteurs. Mais quand on disait que c'était 10%, je crois, ou entre 9 et 10% de... D'accord. Là, ici, les 10%, c'est en fait le poids de la filière Grand Est dans la filière nationale, le poids de 9,7%. Voilà. Et les plus 10%, c'est l'évolution du nombre d'entreprises sur la période 2012-2020. Oui, donc par rapport aux autres secteurs d'activité, par rapport aux autres secteurs d'activité, on ne l'a pas ici. Okay. Et quelle est l'incidence de la diminution du nombre de SARL au profit de sociétés par action? Alors ici, ça doit être, il y a beaucoup de phénomènes de mode aussi dans la création d'entreprises. La SARL peut avoir des motivations à la création qui sont patrimoniales, mais avec l'évolution du droit des entreprises et notamment la plus grande liberté accordée dans la création des SAS uniques même, je pense que c'est ça qui peut l'expliquer, mais pas
pas d'impact sur mon analyse économique. C'était juste un fait que je voulais vous remonter puisqu'il apparaissait flagrant. Merci, je vous propose de continuer et puis on fera un autre temps de questions par la suite. Donc, j'en arrive maintenant au diagnostic financier qui exploite les données des bilans que nous collectons pour les entreprises de votre filière qui dépassent 750 000 euros de chiffre d'affaires. En fait, ce seuil de 750 000 euros, c'est celui de la cotation attribuée par la Banque de France aux entreprises. Et ici, j'insiste à nouveau en disant que pour des raisons de particularité comptable, nous n'avons pas de chiffres sur l'exploitation forestière et la sylviculture. Donc, nous sommes en train d'analyser 1228 entreprises dans le Grand Est qui représentent 2,3 milliards de valeur ajoutée et emploient 30 800 salariés, soit 72% des effectifs recensés par Pôle emploi, ce qui est un bon niveau de représentativité. Sur l'encart que vous voyez en haut à droite, nous avons la part de la filière bois Grand Est dans la filière nationale en termes de nombre d'entreprises qui dépassent 750 000 euros, 11%. C'est 13% de la valeur ajoutée nationale dans la filière bois et 12% des emplois de la filière bois nationale. Nous avons encore une référence en dessous sur le nombre d'entreprises et leur ventilation entre industrie, commerce et bâtiment, et nous voyons que avec 29% dans l'industrie contre 26% d'entreprises industrielles en bois province, chaque branche est assez comparable à la moyenne de province. En revanche, en termes de contribution de création de valeur ajoutée, on voit que la part de valeur ajoutée créée par l'industrie dans la filière Grand Est à 66% est dominante d'une part et qu'elle est très supérieure à la moyenne de ce qu'on constate dans la France de province à 49%. Et ça, ce ne sera pas sans conséquence sur toutes les analyses que nous allons avoir par la suite des chiffres. L'importance de l'industrie. J'enchaîne notamment avec le taux d'exportation que vous voyez sur le graphique de gauche. Ce taux d'exportation global nous montre une chose, donc une baisse en dernière année qui est valable aussi en province, une baisse qui s'explique par la pandémie qui a gêné les échanges internationaux, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on a quand même un positionnement du Grand Est sur l'ensemble de cette période 2016-2020 qui est nettement supérieur à celui de la filière nationale. 10 points de taux d'export en moyenne supérieur. Et le graphique à côté vous présente le taux d'exportation de chaque branche d'activité. Le travail du bois, l'industrie du papier carton, la fabrication de meubles sont des activités à forte tendance à l'exportation, fortement orientée à l'exportation, plus que les autres branches, bâtiments et commerce, et plus que la tendance nationale. Il y a quelques grands champions régionaux très orientés à l'export, et quand on a dit dans la diapositive d'avant que 66% de ma valeur ajoutée était créée dans l'industrie, on a ici une explication de ce taux d'export plus important en Grand Est qu'en province. L'autre information que je voulais vous communiquer quand même, c'est qu'en Grand Est comme en province, 3 entreprises sur 4 n'ont pas du tout d'activité à l'export. Donc ça insiste bien sur le côté des entreprises industrielles très orientées à l'export, les champions de l'export qui sont localisés en Grand Est. Nous allons maintenant aborder l'évolution du chiffre d'affaires de votre filière à travers ce graphique du taux de croissance, donc indiqué en indice base 100 en 2016. Je vais d'abord m'attarder sur la méthodologie qui consiste à établir pour chaque année un échantillon constant 2 ans par 2 ans. Je vais m'expliquer par exemple sur le taux de croissance, l'indice 102,8, donc 2,8% de croissance en 2017. Pour obtenir ça, on a regardé les entreprises dont on avait les bilans en 2016 et en 2017. Et sur ces entreprises-là, on a regardé quel était le taux de croissance. On a fait ça parce qu'on veut éviter de vous présenter des taux de croissance
qui serait directement influencé par le nombre de bilans qu'on a et qui est différent d'une année sur l'autre, en fonction des bilans qui deviennent inférieurs au seuil de 750 000, de ceux qui le dépassent pour la première fois, etc. Là, on a bien une tendance de fond de la croissance d'activité et elle apparaît donc, vous voyez sur ce graphique, eh bien, moins élevée en Grand Est que sur la moyenne de province, avec un impact fort en province comme en Grand Est de la pandémie, qui efface quand même les croissances enregistrées en 2018 et 2019, puisqu'on revient en 2020 sur à peu près le niveau d'activité de 2017. L'encart sur la droite vous montre que en 2020, la baisse d'activité de 5,6% dans Grand Est est plus prononcée que sur la filière nationale. J'enchaîne à nouveau avant d'aborder le taux de valeur ajoutée sur la création de richesse dans le Grand Est. J'ai déjà insisté tout à l'heure sur le fait que 66% de la création de valeur ajoutée était localisée dans les activités industrielles. Ici, j'ai voulu aussi éclater cette valeur ajoutée industrie entre les différents segments d'activité. Pour souligner, vous le voyez, le poids de la fabrication de meubles en valeur ajoutée, c'est presque le double de ce qu'on constate en moyenne dans la filière nationale. Et l'industrie du papier-carton aussi, qui est vraiment très présente, beaucoup plus présente dans la création de richesses en Grand Est qu'en province. Et à l'inverse, eh bien, on voit que par effet de vase communicant, la part créée de valeur ajoutée créée par le commerce, par le bois bâtiment, apparaissent nettement moins développées qu'ailleurs. Mais ça, c'est la contrepartie. Cette diapositive sur la composition de la valeur ajoutée me permet maintenant de commenter l'évolution du taux de valeur ajoutée de la filière sur une assez longue période, 2012-2020. Donc 2012, c'était la première étude commencée par Jean-Michel, qui s'arrêtait aux alentours de l'année 2016. Et moi, je prends le relais après avec cette étude. Donc on voit déjà que jusqu'en 2018, on a une évolution assez similaire en Grand Est et en province. À partir de 2019, on assiste sur une forte progression du taux de valeur ajoutée qui se démarque en Grand Est par rapport à la tendance de la France de province. Et sur la droite, je vous ai calculé le même taux de valeur ajoutée, mais branche par branche, industrie, bâtiment et commerce. L'industrie, on voit bien qu'à partir de 2018, on assiste à une forte progression du taux de valeur ajoutée dans l'industrie, alors qui se révèle un peu inférieur à celui de la province encore en dernière année, qui rattrape un différentiel, mais vraiment ici, une amélioration de ce taux de valeur ajoutée. L'analyse des bilans que nous avons pu faire nous donnait la piste d'une revalorisation des prix de vente dans l'industrie, parce que la part matière dans le prix de vente a considérablement diminué sur ces périodes-là. Et je rappelle, dans cet encart, donc l'industrie, 66% de la valeur ajoutée créée dans le Grand Est. Si j'analyse le bâtiment en mettant de côté un épiphénomène sur l'année 2019, on s'aperçoit que en Grand Est comme en province, on assiste à une érosion assez lente, mais une érosion certaine du taux de richesse créé dans les activités de bâtiment en relation avec la filière bois. Et enfin, sur la partie commerciale, eh bien, on a une évolution assez plate, mais en V tout de même, sur une baisse du taux de valeur ajoutée jusqu'en 2018 et qui se redresse sur la deuxième partie de l'étude pour les entreprises commerciales. Quelle variation des effectifs sur la filière du Grand Est? Donc là aussi, encore une méthodologie d'échantillon constant 2 ans par 2 ans que je vous ai expliqué tout à l'heure et qui a le souci de ne pas vous présenter une variation qui tiendrait à une variation du nombre de bilans que nous avons en base, mais plutôt à regarder ce qui se passe pour les parties d'échantillons stables. Et là, nous sommes sur une évolution assez similaire en Grand Est par rapport à la filière nationale, une progression assez
en cloche jusqu'en 2019 avec l'impact assez mesuré de la pandémie sur le niveau de l'emploi en Grand Est comme en province. Sur la droite, on a fait référence au personnel extérieur auquel recourent les entreprises de la filière et on voit qu'avec les fluctuations de l'activité, les entreprises ont recours à cet instrument de flexibilité et en particulier en dernière année, moins d'activité et une baisse assez sensible du recours à l'intérim. J'enchaîne maintenant avec les premiers éléments, les premiers indicateurs de rentabilité sur les entreprises de la filière. On s'intéresse ici à deux données. Tout d'abord, celle sur la courbe verte, la richesse créée par personne sur une année par la filière Grand Est. Donc, on aperçoit une progression de 61 000 euros de valeur ajoutée par personne. On passe à 73 000 euros en 2020 et on retranche de cette valeur ce que vous voyez sur la courbe en bas, la courbe mauve, qui, elle, nous indique le salaire moyen. Donc, la différence entre la richesse créée par une personne et le salaire moyen nous donne 23 000 euros en dernière année. C'est le rendement net après paiement des salaires qui reste dans les entreprises en moyenne par an et par personne dans le Grand Est. Vous voyez que cette évolution, elle est favorable et que le positionnement est aussi favorable à l'égard de la filière nationale. Parce qu'on est sur des rendements par personne plus élevés et même si on voit que la redistribution de la richesse créée va aussi aux salariés, le salaire moyen est plus élevé dans le Grand Est que dans la France de province, ça laisse quand même aux entreprises un rendement net plus important. Ces éléments de rentabilité rejaillissent directement sur le taux de marge d'exploitation. Ce taux de marge brut d'exploitation, c'est l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire le résultat dégagé par une entreprise juste après le paiement des salaires, qu'on ramène à 100 euros de chiffre d'affaires. Donc, à 7,5% en dernière année, on voit que l'EBE, sur la période 2014-2020, est supérieur à la tendance de province et qu'il se détache en particulier en dernière année. Donc, on a là un taux de marge moyen tout à fait favorable. Mais l'analyse de la dispersion que vous pourrez retrouver dans le documentaire plus détaillé, puisqu'ici on est sur un diaporama de 47 pages, le plus détaillé fait 20 pages supplémentaires, l'analyse de la distribution de ce taux de marge brut pour se décoller un petit peu de l'effet de masse que des grosses entreprises pourraient avoir en tirant la moyenne vers le haut, une entreprise sur 4 en 2020 a un résultat brut d'exploitation inférieur à 0,2%. C'est-à-dire qu'après paiement des salaires, on a quand même une entreprise sur 4 qui a un résultat proche de 0. En 2019, une entreprise sur 4 avait un résultat inférieur à 0,8%. Donc la transformation de 0,8 en 0,2 nous montre quand même que même si le taux de marge moyen progresse, des entreprises ont souffert de la crise sur 2020. On n'est pas en train de nier cette réalité et une entreprise sur 4, donc avec un résultat brut après paiement des salaires proche de 0. Ce taux de marge brute, non seulement il est différent d'une entreprise à l'autre, mais il est différent d'un secteur à l'autre. Et on peut voir que sur le travail du bois, l'industrie du papier-carton, les performances régionales sont proches de ce qu'on constate dans la France de province. En revanche, sur la fabrication de meubles, 9,5% de résultats bruts d'exploitation contre 6,3%. Donc là, vraiment un avantage important grâce à de grands champions dans le domaine qui sont présents dans la région Grand Est d'ailleurs, parce que quand on regarde en dehors de ces champions-là, on l'avait fait à la demande de Madame Legros, quand on regarde en dehors de ces grands champions, on est sur une tendance même un petit peu inférieure au 6,3 dans le Grand Est par rapport à la province. On est aux alentours de la province. Donc là, on a de très gros acteurs qui nous tirent vers le haut. Sur les autres branches d'activité, le commerce
et le bâtiment, nous apercevons que les entreprises de ces secteurs sont en retrait par rapport à la tendance nationale. Et Madame Legros et Monsieur Surligny nous avaient demandé un focus pour comparer les entreprises de construction bois du Grand Est aux entreprises de la construction dite traditionnelle. Et parce que il y avait un sentiment que le niveau de rentabilité était inférieur avec des conditions plus difficiles. Et effectivement, on voit qu'on a quand même 1 point d'écart de taux de rentabilité brute d'exploitation entre le bois bâtiment et les constructions hors bois. Donc nous sommes allés creuser un peu ces données pour voir dans les éléments de rentabilité présentés tout à l'heure, quel était l'écart. Et on s'aperçoit que le coût de la main-d'œuvre est sensiblement le même dans la construction bois et dans la construction hors bois dans le Grand Est. La grande différence s'opère sur la valeur ajoutée créée par une personne en 1 an, où là on a un différentiel qui explique la différence de 2 000 € de rendement net qu'on constate entre la construction bois et la construction hors bois. Ici, les pistes qui sont ouvertes, ce n'est pas forcément un problème de rendement de la main-d'œuvre sur les chantiers, ça peut être aussi un problème beaucoup plus en amont, au moment de la négociation et de la construction du prix de vente. On peut avoir aussi un prix de vente qui, pour passer, rogne un peu sur les marges et ne rend pas totalement, ne valorise pas totalement le savoir-faire qu'il y a dans ces filières, savoir-faire spécifiques. Je poursuis avec le résultat courant avant impôt. Donc, c'est un résultat qui est avant toute opération exceptionnelle pour avoir des choses comparables. Donc, c'est le résultat des entreprises avant prise en compte des éléments exceptionnels et de l'impôt sur les bénéfices. On s'intéresse ici au poids des entreprises bénéficiaires et on voit que vraiment le Grand Est et la province connaissent les mêmes variations. On est sur le même toboggan, mais pas à la même hauteur. On a vraiment toujours un poids des bénéficiaires dans le Grand Est qui est inférieur d'environ 1 point, parfois 2, avec le secteur de bois province. Ce que je tiens à vous dire, c'est que les 1,6% sur les 1228 entreprises du Grand Est, les 1,6% de différence représenteraient une vingtaine d'entreprises. Donc, c'est pas non plus, c'est un différentiel à nuancer. Nous basculons maintenant sur la thématique de l'investissement en nous intéressant au taux d'investissement qui rapproche l'investissement d'exploitation et la richesse créée par la filière dans une année. On s'aperçoit que ce taux d'investissement, au fil des ans, a diminué, il était largement supérieur à la tendance nationale et il l'a rejoint en dernière année sur 2020. Donc là, nous avons réellement un phénomène de diminution des programmes d'investissement. Il y avait 350 millions d'euros d'investissement en 2017, c'est 310 millions d'euros en 2020. Je me suis méfié du côté numérateur-dénominateur qui aurait pu influencer notre variation ici. On a bien des programmes d'investissement importants réalisés sur l'année 2017-2019 et puis une baisse au fil des ans. Une entreprise sur 2, toujours pour se méfier de l'effet entre la moyenne, où les grosses entreprises ou les gros programmes d'investissement peuvent tirer notre ratio moyen vers le haut, et la médiane qui va être la valeur du taux d'investissement qui va partager la population d'entreprises. 50% seront en dessous de ce taux et 50% seront au-dessus. Eh bien, une entreprise sur 2 investit moins de 44,5% de sa valeur ajoutée en 2020 dans le Grand Est, et c'est la même chose sur la filière nationale. Donc, on a aussi une concentration des programmes d'investissement sur quelques acteurs. On prend un effet de loupe ici sur le poids des frais de recherche et développement dans le chiffre d'affaires, parce que dans l'étude précédente effectuée par mon collègue, on s'apercevait que quand on s'arrête à 2017, à 0,7% contre 0,4%
en province, le Grand Est se détachait sur les frais de recherche et développement. Et au fur et à mesure, comme le taux d'investissement qu'on a évoqué auparavant, on est petit à petit rentré dans le rang. Donc il y avait eu des programmes de recherche et développement sur tout ce qui était agropelé sur les années précédentes. Et au fur et à mesure, la recherche et développement a fait l'objet de moindres investissements. La contrepartie de ces investissements d'exploitation, ça va être d'analyser le montant de l'IMO corporel par salarié, c'est-à-dire quel outil productif entre les mains d'un salarié en moyenne dans le Grand Est. Et on s'aperçoit qu'à 175 000 € en 2020 contre 119 000 en moyenne en province, nous sommes sur des salariés plus équipés que la moyenne nationale. Mais le détail que je vous fournis en dessous nous montre que ce sont évidemment les segments d'activité industrielle qui sont les plus demandeurs d'outils productifs et qu'ils sont même situés à des niveaux plus élevés que la tendance nationale. Donc le fait d'avoir une filière orientée vers l'industrie et le fait que l'industrie demande davantage d'équipements nous explique cette différence importante des immobilisations corporelles par salarié en Grand Est par rapport à la province. J'enchaîne maintenant sur l'analyse des structures financières, des grands équilibres des bilans des entreprises. Tout d'abord en regardant en bleu le poids des fonds propres dans le total de bilan. Donc, les fonds propres réunissent les capitales sociales qui ont été amenés dans les entreprises au moment de leur création et les réserves, les bénéfices mis en réserve au fil des ans par les entreprises. Donc ici, on voit bien que le matelas de sécurité que constituent les fonds propres représente 50% du total de bilan des entreprises. C'est un niveau élevé et rassurant pour les tiers, vraiment un niveau important. À côté, nous regardons en rouge le taux d'endettement des entreprises. Il apparaît tout à fait maîtrisé en Grand Est comme en province à 38 et 52% des capitaux propres. Donc des structures financières qui sont bien équilibrées. En revanche, quand j'aborde la notion de capacité de remboursement, on s'aperçoit qu'elle s'allonge entre 2019 et 2020. Cette notion de capacité de remboursement va rapprocher deux choses. Elle va rapprocher l'endettement des entreprises, leur endettement global, et le niveau de leur résultat économique de l'année. Le résultat économique est à la base de la trésorerie, du flux de trésorerie que l'entreprise va encaisser au terme de son exercice. Donc, quand on prend le 27,9% à gauche des entreprises qui remboursent en plus de 7 ans, ça veut dire que compte tenu de leur flux de trésorerie de l'année, les entreprises, 27,9% des entreprises en 2019 mettaient plus de 7 ans à rembourser l'ensemble de leurs prêts. On considère cette barrière de 7 ans comme élevée parce que dans une entreprise, généralement, ce qu'on finance, on le finance à moins de 7 ans. Donc au-delà de 7 ans, ça dénote d'une éventuelle impasse de trésorerie dans les années qui suivent si les résultats ne se redressent pas. Et ce qu'on constate, c'est que de 27% en 2019, la part des entreprises qui remboursent en plus de 7 ans passe à 37%. Donc, nous avons ici une dégradation de la capacité de remboursement. Elle tient aux deux éléments, évidemment. Tout d'abord, l'élément endettement. Même si on est sur des taux d'endettement plus élevés, l'endettement a progressé dans la filière entre 2019 et 2020, notamment à travers le recours aux prêts garantis par l'État qui ont été offerts. Et à l'inverse, lorsqu'on compare aux résultats économiques de l'année, eh bien, le résultat économique de l'année n'a pas été sans se dégrader en 2020 compte tenu de la pandémie. Et on l'a vu tout à l'heure avec le fait qu'une entreprise sur 4 dégageait un résultat proche de 0. Pour autant, la diapositive qui suit nous montre qu'on n'a pas forcément un péril sur le niveau de remboursement de ces prêts.
Pourquoi? Parce que nous analysons ici les trésoreries nettes des entreprises, c'est-à-dire qu'on regarde la trésorerie qui est présente à l'actif et on regarde toutes les lignes de trésorerie au passif que sont les concours bancaires courants et autres cessions de créances. On regarde donc la trésorerie dont l'entreprise est propriétaire, entre guillemets. Vous avez le détail en bas, secteur par secteur, travail du bois, papier, carton, etc. Mais globalement, le chiffre est dans le titre, enfin dans l'encart tout en haut. La trésorerie positive était positive de 45 jours en 2016 pour les entreprises de votre filière. Elle est positive de 70 jours en 2020. Donc, on a bien une progression de la trésorerie à l'actif des bilans des entreprises. Et pour avoir fait de nombreuses analyses microéconomiques aussi sur différents secteurs, ce qu'on a constaté en 2020, c'est que les PGE n'avaient pas forcément été consommés à la fin des exercices. Ils étaient encore présents en compte bancaire. Donc, le remboursement des prêts correspondants ne pose pas forcément problème si on n'a pas consommé les prêts. Ici, je vous propose une synthèse de ce baromètre complet, donc la partie du panorama comme la partie financière. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance à tête reposée. Je pense, Monsieur Surigny, que c'est plutôt l'occasion d'ouvrir la deuxième séance de questions avant d'enchaîner avec les focus menuiserie bois et travaux de charpente. Oui, ben merci déjà pour tous ces éclairages. Il y a une question, alors je pense qu'elle a été au moins en partie répondue en diapo 20, mais sait-on dans quel secteur le taux de rendement est le plus faible? Je pense que la question a dû être posée juste avant. Si on part sur les taux de marge brute d'exploitation, vous les voyez ici. On les a détaillés par activité. Et vous aurez d'autres détails encore plus importants sur l'autre version du diaporama, où là, je les analyse non seulement par segment, mais aussi par taille d'entreprise, pour regarder quel est le taux de rendement en fonction de la taille de mon entreprise en effectif. Oui, j'ai juste une question. C'est ce comparatif entre le bois bâtiment et la construction en bois. Oui. Moi, j'ai l'impression que dans le bois bâtiment, on n'a pas intégré la construction bois. Vous avez intégré la charpente et la menuiserie, qui relèvent des codes NAF, INSEE, mais la construction bois relève du secteur du bâtiment lui-même, qu'il faut extraire en partie pour retrouver les entreprises. Absolument. Et c'est pour ça qu'on a été recherché après dans le focus des listings beaucoup plus ciblés sur le bois. Parce qu'effectivement, la partie construction, on a là une fusion effectivement entre ce qui est bois bâtiment et pas bois, parce qu'une entreprise peut faire les deux d'ailleurs. Une entreprise peut faire les deux. Donc la distinction est plus difficile. On a quand même aussi bien la vision que quelques très grosses entreprises industrielles modifient très sérieusement les chiffres donnés. Et c'est peut-être même pas demain. C'est vraiment quelques très grosses unités qui jouent très fortement Tout à fait. Les chiffres qu'on voit. Alors, sur la méthodologie du travail, on intègre ça au fur et à mesure de l'étude. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne dois pas être transparent. Donc, je regarde aussi en neutralisant les plus importantes pour voir si, en évolution, ça change vraiment beaucoup la donne. Donc, sur ces parties taux de marge brute d'exploitation, par exemple, secteur par secteur, ça, j'ai veillé à ce que ce soit correct, même en positionnement. Par contre, oui, donc il y a une correction importante. Absolument. Sur le poids trop important d'une demi-douzaine d'entreprises. Et quand je vais chercher les données quartiles ou médianes aussi, c'est pour dire sur l'investissement tout à l'heure, mais dans l'autre plus détaillé aussi, l'autre version plus détaillée, on a une approche par médiane et par quartile beaucoup plus développée, justement pour se dire est-ce que vraiment ça change la donne? Qui peut être plus significatif. Absolument. Absolument. Est-ce que je peux poser une question par rapport au taux de rendement encore, mais est-ce que justement, moi c'est plus le bois bâtiment qui m'intéresse, mais quand on voit effectivement la différence de marge
est-ce que le fait d'avoir une marge comme ça, du coup, chez nous, à 4,3%, qui est quand même hyper faible, hein. Enfin, je suis presque choquée, mais comment on survit, en fait? Enfin, c'est-à-dire, quelle perspective, en fait, avec, le prix des matériaux qui explose, je suis inquiète, en fait, moi, c'est quand je vois ça. Oui. Alors, le 4,3, c'est vraiment un résultat après paiement des salaires, hein, ici. On n'est pas sur un taux de rendement type taux de valeur ajoutée, hein. Là c'est important. Donc, aux alentours de 5%, quand on analyse les entreprises de façon économique, microéconomique, c'est-à-dire pour une approche cotation, 4,3% ou 5%, ce n'est pas une analyse catastrophique, hein. Ça Après, permet tout d'avoir dépend. quand même suffisamment de moyens pour réinvestir, en fait. Enfin, ça met pas en péril la capacité d'emprunt ou d'investissement de ces entreprises-là. Absolument. Pas forcément. Alors là, ça s'apprécie au cas par cas. C'est difficile aussi au niveau d'un territoire, hein, parce qu'on prête rarement un territoire. Là, on touche la frontière entre l'analyse micro et l'analyse macro. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Alors, on voit aussi par ailleurs, pour réinvestir, que les besoins d'investissement ne sont pas les mêmes sur les filières industrielles. Et vous voyez qu'on retrouve ça sur le taux de marge brute, hein. Pour pouvoir réinvestir, il faut pouvoir dégager davantage. Donc là, on voit une certaine cohérence entre le niveau d'équipement par salarié, par exemple. Merci. Je vous en prie, madame. Je vous propose peut-être de finir sur la dernière partie, comme ça Donc, on va enchaîner avec les deux focus qui nous ont été demandés sur la menuiserie bois et les travaux de charpente. Donc, je les prendrai l'un après l'autre. Tout d'abord, la menuiserie bois. Donc, un petit panorama, donc l'exploitation des données d'état civil que nous avons sur la menuiserie bois du Grand Est. Donc, 252 entreprises en 2020. Donc là, c'est vraiment une liste choisie par Madame Legros et son équipe pour apporter de la cohérence. Ce qu'on voit, c'est que avec une base 100 sur le graphique en haut à gauche, une base 100 en 2016, on assiste à une diminution progressive du nombre d'entreprises de menuiserie bois dans le Grand Est. Si je prends le graphique en dessous, sur les tailles d'effectifs, on s'aperçoit que la majorité des entreprises sont des entreprises de 10 à 49 salariés. Alors, au sens de l'INSEE, c'est une petite entreprise. Au sens d'un chef d'entreprise, ce sont déjà des structures significatives et des entreprises assez installées. Ce qu'on peut confirmer avec l'analyse de l'ancienneté des entreprises de menuiserie bois que nous avons en bas à droite, où là, alors je suis un peu loin, je vais regarder ici, où nous avons 40, alors excusez-moi, ici je vais faire ça. On a quand même largement plus de la moitié d'entreprises qui ont, oui, alors j'arrive. Autour de 61-62% d'entreprises qui ont plus de 20 ans. C'est ça, 62%, oui. Près de 2/3 d'entreprises de plus de 20 ans, donc des entreprises très installées. Merci beaucoup. Et sur la pyramide des âges des dirigeants, donc pour l'année 2020, je l'avais retenu tout à l'heure, 19% des dirigeants ont plus de 60 ans dans la filière en global, et ici on est à 19,8% dans la menuiserie bois, donc on est assez en phase avec ce qu'on constatait sur la filière complète. J'enchaîne ensuite avec l'analyse des bilans de ces entreprises de menuiserie bois qui dépassent 750 000 € de chiffre d'affaires. Et donc ici, je suis sur 206 entreprises, 3030 salariés et 448 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur le graphique en haut à droite, j'analyse un petit peu les tranches d'effectifs pour voir que j'ai 1,5% d'entreprises dites moyennes au sens de l'INSEE, un effectif entre 50 et 250 salariés, qui représente moins de 8% du chiffre d'affaires, 7% des emplois et 6% de la valeur ajoutée que j'analyse. En revanche, comme tout à l'heure, on le soulignait, c'est la tranche des petites entreprises qui est très dominante sur le nombre, la taille de chiffre d'affaires, 71%, 3/4 des emplois et 72% de la valeur ajoutée créée. Ensuite,
eh bien, l'analyse du chiffre d'affaires et des effectifs de la menuiserie bois sur la période 2017-2020. On s'aperçoit d'une croissance de chiffre d'affaires qui est assez dynamique jusqu'en 2019, avec une forte baisse qui nous efface en fait la progression des années précédentes pour nous ramener quasiment au niveau des chiffres d'affaires 2016. Sur la partie effectif, on s'aperçoit qu'on est plutôt sur une stagnation des emplois, une progression sur l'année 2019 effacée par l'effet pandémie. Une analyse de l'externalisation à travers le recours à la sous-traitance qui diminue d'année en année, en particulier sur la dernière année, mais les fortes fluctuations de l'activité impactent surtout les recours à l'intérim. On le voit en particulier sur le graphique de droite pour l'année 2020. Les éléments de rentabilité sur la menuiserie bois, donc quelle valeur ajoutée créée par un salarié en une année, comparé à son coût moyen, on va soustraire pour voir un petit peu quel est le rendement net après paiement des salaires. On s'aperçoit que même en dehors de la pandémie, à l'exception de 2019, il avait tendance à s'éroder entre 2016 et 2018. Il atteint 6,3, donc c'est 6 300 € qui restent dans l'entreprise par an et par personne. Et vous voyez que l'évolution de ce rendement après salaire impacte l'évolution de mon taux de marge brute d'exploitation qui passe de 5,2% de moyenne à 3,4% sur la dernière année pour la menuiserie bois. Quelle part des entreprises bénéficiaires dans la menuiserie bois? Donc, traditionnellement, une part élevée d'entreprises bénéficiaires, à plus de 80%, mais on s'aperçoit de la violence quand même de la crise sur l'année 2020, puisque 71% d'entreprises bénéficiaires, ça veut dire donc par transparence que 3 entreprises sur 10 sont déficitaires en 2020. L'analyse des programmes d'investissement, eh bien, 2020 est quand même marqué par des investissements importants dans la menuiserie bois. Et là, on n'a pas un effet investissement constant dans une valeur ajoutée qui diminuerait et pourrait m'expliquer cette hausse de taux. On constate vraiment une progression, la réalisation de plusieurs programmes d'investissement sur cette année 2020, sur plusieurs acteurs significatifs de ce secteur. Et à côté, par répercussion, vous voyez la progression en dernière année du rendement, de l'équipement productif par personne, qui passe de 45 000 à 51 000 €. Donc les entreprises ont investi, avec prévu des investissements qui ont bien eu lieu et ont été réalisés sur 2020. L'analyse des structures financières, nous avons dit tout à l'heure que c'était une majorité d'entreprises bien installées. Eh bien, on le voit ici dans le poids des fonds propres à 44% du total de bilan et avec un endettement maîtrisé à 46% du total des fonds propres. Et de la même manière, sur la filière nationale, on assiste sur cet allongement de la capacité de remboursement des entreprises, donc probablement plus de dettes, du recours à des PGE, sur une année où le résultat économique des entreprises a baissé. Et donc, on met plus de temps à rembourser sur la base de ces résultats économiques. En revanche, comme tout à l'heure, donc je me répète, mais on assiste à une progression. Donc ici, on a la progression sur l'année 2016, la période 2016-2020, de la trésorerie nette des entreprises. Donc une vraie progression, 56%, 56 jours de chiffre d'affaires en trésorerie positive en 2016 pour arriver à 77 jours de trésorerie positive en 2020. Donc là encore, les ressources supplémentaires n'ont pas été consommées et sont présents à l'actif des bilans, donc peuvent rassurer sur la capacité des entreprises, à la clôture du bilan 2020, à rembourser ces lignes. Là, il nous manque l'année 2021 et tout ce qui s'est passé depuis pour savoir.
J'enchaîne maintenant avec le focus sur les travaux de charpente, donc toute taille de chiffre d'affaires pour commencer en exploitant les données de l'état civil, entre guillemets, hein, je l'appelle comme ça. 446 entreprises sur 2020 et on voit une forte progression sur mon graphique en haut à gauche du nombre d'entreprises. Donc on est sur des créations dynamiques. Le poids des micro-entreprises est ultra dominant, 91% de micro-entreprises pour 9% environ, un petit peu moins de 9% d'entreprises dites petites, de 10 à 49 salariés, donc on n'est pas du tout sur le même profil que précédemment. Et d'ailleurs, on le voit sur l'ancienneté des entreprises, où ici, vous apercevez que vous avez 44% d'entreprises qui ont moins de 8 ans d'existence. Donc, vraiment un dynamisme sur la création, sur le secteur des travaux de charpente. Et on constate aussi une grande différence sur la pyramide des âges des dirigeants, puisque en 2020, on a 8% de dirigeants qui ont plus de 60 ans, contre les 19% sur l'ensemble de la filière ou sur la menuiserie bois tout à l'heure. Donc, un secteur jeune sur beaucoup de plans. Sur l'analyse des entreprises qui dépassent 750 000 € de chiffre d'affaires, donc là, nous avons 63 entreprises qui sont présentes, 933 salariés et 164 millions de chiffre d'affaires. Sur le graphique en haut à droite, j'insiste sur ce que M. France Lanor soulignait tout à l'heure, l'impact éventuel des très grosses entreprises. Bon, là, on n'est pas sur des très grosses entreprises, mais les entreprises de taille moyenne, 50 à 249 salariés, on voit qu'elles sont 4,8%, mais représentent 40% du chiffre d'affaires, 27% des emplois, un tiers de la valeur ajoutée, un tiers de la richesse créée. Donc ça, évidemment, nous l'avons approché sur le pluriannuel. Alors, j'ai aussi un phénomène à vous décrire ici qui ne m'a pas gêné dans l'analyse, justement, parce que l'année dernière, la Banque de France a changé sa façon de collecter les bilans. Elle est maintenant directement alimentée par les directions générales des finances publiques. Et donc, un certain nombre de grosses entreprises qui ne nous remettaient pas leur bilan précédemment ont vu leur bilan arriver dans la base Banque de France, et c'est le cas ici. Donc, j'ai des entreprises très significatives, donc ce sera intéressant à l'avenir de voir comment justement tout ça évolue et puis analyser la rentabilité en la croisant avec les tailles d'entreprise, comme je vous l'ai proposé dans l'autre document, parce que ça sera très intéressant. Pour l'année 2020 qui nous intéresse, dans l'évolution de mon chiffre d'affaires et mes effectifs. Comme on est toujours sur notre méthodologie d'échantillon constant 2 ans par 2 ans, eh bien l'entreprise dont je n'ai eu les bilans qu'en 2020 ne va pas me gêner dans mon analyse. Donc les quelques grosses entreprises qu'on a récupérées n'influencent pas les taux de croissance que je vous présente là, puisque je les ai que sur la seule année 2020. Donc ma méthodologie les a exclus. Donc là, le dynamisme sur le chiffre d'affaires qu'on a là est bien valable en dehors de ces entreprises-là. Et on voit une progression des effectifs qui est significative et qui continue, qui se poursuit sur l'année 2020 dans le secteur des travaux de charpente. Le recours à la sous-traitance et l'intérim, une baisse très nette du recours à l'intérim sur la dernière année. On aborde ici les éléments de rentabilité, donc la richesse créée par personne qui a significativement progressé sur l'année, une redistribution de ces bonnes performances sur le salaire moyen qui progresse aussi entre 2016 et 2020, et bien mon rendement net après paiement des salaires qui a quasiment doublé de 4 500 € à 8 700 € par an et par personne. Alors, le montant de 8 700 € peut apparaître ici un peu bas, mais je rappelle qu'on est sur une structure où les entreprises sont à moins de 10 salariés aussi. Donc, c'est assez, ça va influencer ce niveau également. Et vous voyez sur la droite que l'amélioration de ce rendement net rejaillit sur le taux de marge brute d'exploitation, le taux de résultat après paiement des salaires, à 5,5% en dernière année. Donc, une progression de 3 points sur la période. Donc, un développement du chiffre d'affaires pour ces activités-là, avec une hausse de la rentabilité, un peu chahutée par 2020, mais pas tant que ça.
La part des entreprises bénéficiaires, on s'aperçoit qu'elle passe de 67% en 2016 à 75% en 2020. Donc, c'est une amélioration à souligner, mais quand même une entreprise sur 4, par transparence, déficitaire sur l'année 2020. Les investissements réalisés par le secteur, alors là, nous avons eu des programmes d'investissement significatifs depuis 2018 jusqu'en 2020. Donc, vraiment des investissements soutenus sur des acteurs différents d'une année sur l'autre. Donc, vraiment ici des choses importantes et qui rejaillissent sur le niveau des équipements par salarié. Vous voyez, 45 000 € en 2016 par salarié, on passe à 67 000 € d'outils productifs. Donc, c'est significatif ici sur le niveau d'équipement des entreprises. Enfin, eh bien, l'analyse des structures financières, on l'a dit, ce sont des entreprises plutôt jeunes. Et donc ici, le poids des fonds propres dans le total de bilan est correct, à 28%, est tout à fait correct, mais ce n'est pas les 50% qu'on a pu analyser précédemment. Et un taux d'endettement à 88%, donc plus élevé, on peut le corréler aussi avec le niveau des investissements dans les dernières années, et un endettement maîtrisé, 88%, on ne parle pas de surendettement à ce niveau-là à la Banque de France. Pour l'analyse de la capacité de remboursement, je vais à nouveau radoter pour vous répéter la même chose que tout à l'heure. Donc, un allongement significatif quand on rapproche le niveau de l'endettement et le niveau des résultats économiques de la dernière année, mais toujours des trésoreries positives et en progression. On passe de 35 jours de chiffre d'affaires en 2016 à 60 jours de chiffre d'affaires en 2020. Donc, pareil, les nouvelles ressources n'ont pas été consommées et viennent renforcer la trésorerie des entreprises. Voilà, mais je suis arrivé au terme de cette présentation. Donc, je vous propose maintenant de répondre à l'ensemble de vos questions. Je vais laisser le gros reprendre la main sur le PC. Alors, merci. Il n'y a pas forcément de questions pour l'instant dans le chat. Il y avait une question qui nous avait été posée en amont pendant les inscriptions, et notamment quelle est la part du chiffre d'affaires dédiée à la rénovation énergétique. Alors ça, là, je pense... Alors là, ouais, pardon, je vous laisse... les bilans ne me permettent pas d'isoler ça, parce qu'on est tributaire de l'alias fiscal, là. Donc ça, ce n'est pas quelque chose où je peux vous répondre avec les sources d'informations. Non, là, effectivement, je pensais peut-être plus renvoyer vers l'enquête nationale de la construction bois, notamment, qui, je pense, est le document le plus à jour sur ces indicateurs. Je voudrais juste revenir pour repréciser pourquoi on a fait un focus menuisier charpentier. L'objectif, c'était de faire un état des lieux de la filière dans sa globalité, mais le focus notamment pour voir l'impact derrière de la RE 2020 et du pacte bois biosourcé d'ici 4-5 ans. Donc là, en fait, c'est un peu notre étape de zéro. Et l'idée, c'est de voir la progression et l'impact sur la santé financière de ces entreprises, d'où ce focus vraiment très spécifique sur ces deux parties-là. Et merci d'avoir relevé le défi parce qu'on a été assez loin dans les questions qu'on vous a posées. Vous avez réussi à nous apporter les réponses souhaitées. Donc, merci beaucoup pour merci à le détail. Voilà. Non, effectivement, je pense que ce sera intéressant de le suivre dans les années à venir, d'autant qu'il va falloir un peu oublier cet effet Covid, on peut dire, parce que bon, ça vient quand même sérieusement polluer les choses. Et il faudra effectivement attendre d'avoir des chiffres au moins 2022, je pense, pour retrouver un peu un lissage et quelque chose de plus significatif. L'autre problème, c'est effectivement ce que tu soulevais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas d'indicateur sur la construction bois. Et ça, c'est un peu embêtant, parce que c'est quand même c'est probablement un peu le cœur de l'utilisation du bois. Donc, dans le cadre de la RE 2020, c'est quand même bien la construction bois qui va entre guillemets consommer du bois et on ne le voit pas. Il y a un vrai problème. Une autre remarque en plus de ce que le président vient de dire,
Mais ça, je l'ai toujours soumis à l'INSEE, mais bon, l'INSEE, c'est comme un mammouth compliqué à faire bouger. Oui. On a toujours intégré le code de 1623Z à la transformation du bois. Or, c'est dans ce code que se concentrent les menuiseries industrielles et les charpentiers industriels. Je n'ai jamais compris qu'on ne le sorte pas dans le bâtiment. Alors, tous les fabricants de lamelés collés, tous les grands charpentiers sont dans le 1623Z. Alors, et étonnamment, on remet un code 4332 qui est intéressant. Et ce sont des poseurs. Ce ne sont pas des fabricants industriels. Et tout est faussé à partir du modèle INSEE. Alors, sur cette remarque, on peut rebondir et vous proposer à l'avenir, comme on a fait la liste des entreprises de menuiserie bois pur dans un code NAF qui mélange le bois et le PVC, on pourrait tout à fait aller sélectionner, vous faire la liste des entreprises du Grand Est sur le code 16 dont vous me parlez et aller chercher celles qui vous intéressent pour le Grand Est et se constituer comme ça un panel d'analyse, sous réserve que j'en ai suffisamment. Non, ce code, c'est le noyau de la filière bois. Oui. Ces entreprises ne travaillent que le bois. Mais elles sont mises dans la transformation du bois. Oui, on a bien. Pas dans le bâtiment. Ce que Frédéric vous propose, c'est effectivement, dans ce code, d'aller isoler les entreprises qui nous intéressent, faisant partie de la construction, les isoler et créer un échantillon comme il l'a fait pour les autres focus. Voilà. Donc ça, c'est possible. Ça demande un travail d'analyse sur le code NAF dans sa globalité et d'aller chercher les entreprises. On veut oui, il faut créer un échantillon. En fait. C'est ça. Voilà. Mais ça, on peut tout à fait le faire. Donc, c'est un peu de boulot, mais ça donnerait certainement une bien meilleure image. Et parce que celle-là, plus proche de la réalité. Celle-là ne transforme que 100% de bois. Elles sont dans le noyau de la filière bois. Les deux autres qu'on a analysés sont ce qu'on appelle les secteurs intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui utilisent du bois, mais pas que. Voilà. C'est la nuance. Mais l'INSEE n'a jamais voulu sortir ce code et le remettre dans le bâtiment. C'est même pas la peine de discuter, c'est comme ça. On va essayer d'être un mammouth moins difficile à faire bouger. Non, il faut effectivement passer un peu de temps. Et là, c'est un peu plus compliqué, mais je pense effectivement que le jeu en vaut la chandelle. Oui, on veut le vrai poids de la... Parce que il faut qu'on arrive effectivement à avoir des chiffres signifiants sur le cœur de la filière. Oui. D'accord. Enfin, le cœur. Un des cœurs. Voilà. On voit bien, on soupçonne bien l'influence de l'industrie lourde, ça on le comprend bien dans les chiffres, et puis encore une fois, on parle d'une demi-douzaine d'entreprises, donc ça s'intègre bien, mais sur la construction, il y a un vrai sujet. Oui. Il y a un vrai sujet. Je me permets de relayer une question de M. Valdener. A-t-on quelques perspectives pour la situation économique de la filière pour 2021 et début 2022 au regard des crises successives? Alors là, ça dépasse complètement le périmètre de mon étude. Je vais peut-être passer le relais à Madame de Prunier, parce que au-delà des enquêtes que nous faisons sur la base de nos bilans, nous faisons aussi des enquêtes de conjoncture chaque mois pour, nous, ça nous permet de déterminer la politique monétaire. Et je vais passer le relais à Sylvie là-dessus. Ok, donc sur la première question concernant les bilans 2021, compte tenu d'une majorité de bilans qui sont arrêtés en décembre en France, nous sommes actuellement sur l'étude de ces bilans, l'étude de l'analyse financière, donc des liasses que nous avons reçues. Et nous ne sommes pas suffisamment avancés dans cette campagne sur les bilans de 12-2021 pour vous donner une tendance de fond. J'aurais tendance à dire que la reprise ayant été extrêmement rapide et dynamique en 2021, on devrait avoir de beaux taux de croissance. Et j'entends dans croissance à la fois chiffre d'affaires et capacité bénéficiaire. Donc ça, c'est une chose.
sur les difficultés actuelles liées au renchérissement des matériaux et de l'énergie. Là, je ne peux que vous donner des données beaucoup plus globales que sur la filière du bois. Je crois que tous les secteurs d'activité sont en souffrance et pourraient voir leur marge s'éroder depuis donc la fin 2021, mais surtout sur déjà ce premier semestre, et à un mois de la clôture du premier semestre 2022, donc impacté par les coûts de l'énergie, les délais d'approvisionnement qui se sont à nouveau allongés et les coûts des approvisionnements. Et sur la filière bois, je n'ai pas d'études particulières. Là, je parle vraiment d'une façon globale. Quant à l'inflation et à la politique monétaire, les premières décisions ont été prises très récemment pour essayer d'enrayer cette inflation. Mais notre gouverneur et la BCE ont quand même vraiment ne veulent pas prendre des décisions trop rapides qui pourraient impacter notre croissance d'une manière trop significative. Donc voilà, il faut qu'ils arrivent à trouver des instruments qui permettent de faire baisser progressivement ce taux d'inflation, tout en ne freinant pas l'économie. Et ça, c'était vraiment un exercice extrêmement compliqué. Et tout en sachant que les mesures qui sont prises en politique monétaire ont des effets qui sont différés qui sont différés dans le temps. 18 mois, ouais, à peu près. Voilà, de l'ordre de 12 à 18 mois. Donc, vous voyez bien toute la difficulté à gérer cette inflation. Et notre gouverneur, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, actuellement, dans les interviews qu'il peut donner, estime que le taux d'inflation reviendra à son niveau de 2%. Certainement, pour cette année, pas du tout, et plus vraisemblablement en 2024 qu'en 2023. Ce sont les anticipations qui sont faites actuellement, avec toutes les incertitudes que l'on peut avoir sur l'évolution de la crise ukrainienne, de nouveaux confinements ici ou là, et notamment, on a vu ce qui s'est passé en Asie ces premiers mois, avec des confinements qui retardent la production, les approvisionnements et qui pénalisent effectivement les entreprises. Oui, et il complète avec une autre question, je me permets de relayer. Donc, êtes-vous inquiet particulièrement pour les entreprises industrielles, celles qui tirent la filière vers le haut? Avez-vous eu déjà des retours des professionnels régionaux? Alors, toujours sur le bois, je cherche en même temps, mais non, je n'ai pas d'informations particulières sur cette filière. Si je peux me permettre, on peut vous inviter à consulter le site de la Banque de France, banque-france.fr, où vous pourrez reconsulter chaque mois les enquêtes de conjoncture qui sont publiées au niveau national comme au niveau régional. Et donc au niveau régional, on pourra vous donner des informations sur la filière bois si on a un échantillon suffisamment complet pour vous en parler. Au niveau national, vous avez plus de chances de descendre sur des données plus spécifiques au bois, parce que là, évidemment, l'échantillon est beaucoup plus consolidé. Donc, ce que je vous inviterai à faire aussi pour répondre à ce genre de questions, et parce que, comme on ne se verra pas toutes les semaines, les questions pourront revenir plus tard dans l'année, c'est de consulter ces publications de la Banque de France qui sont tout à fait gratuites et facilement accessibles. Alors, je ne sais pas si la personne du cercle est toujours présente, mais ils effectuent aussi l'analyse de la conjoncture au niveau du bois de la construction. Donc, je ne sais pas si la personne
du cercle souhaite intervenir et compléter éventuellement l'information sur ce maillon-là. Thibaut, je ne sais pas si tu vois sa présence. Oui, Madame Cetinski, je ne sais pas si vous nous entendez. A priori, toujours présente, mais je ne sais pas si elle est devant son écran. Ouais. On arrive bientôt au terme. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions. En tout cas, plusieurs participants vous remercient. Je relaye aussi les félicitations en disant que c'est notamment très intéressant et très complet. Donc voilà, c'est important aussi de vous en faire part. Merci beaucoup. Effectivement, moi je pense qu'on a là une bonne base d'analyse. On a vu 2-3 points d'amélioration. Mais effectivement, on devra l'appréhender. C'est en tout cas qui paraît indispensable de poursuivre ce type de démarche. Parce qu'effectivement, c'est dans la durée donne plus d'éléments. Et puis deux, il y a cet effet crise qui donne envie d'aller au-delà. Qui brouille un peu le bruit. Qui brouille un peu. Donc à suivre. Merci. Et de façon générale, cette fois-ci, c'est hors filière bois. Vous voyez une remontée plus ou moins forte et progressive des taux d'intérêt, liée forcément à l'évolution de l'inflation, qui va fortement impacter le secteur du bâtiment dans son ensemble. Je ne parle pas que du bois, dans son ensemble, notamment sur la construction neuve, puisque la rénovation, c'est l'enjeu. Il y a beaucoup d'aides, mais c'est très compliqué à mettre en route. Est-ce que vous ressentez quand même déjà les premiers effets au niveau de la Banque de France de cette situation? Nous n'avons pas encore d'effet sur les volumes de crédits distribués, parce que les mesures sont récentes. Et nous avons les premières inquiétudes des entreprises de la construction qui commencent à émerger par rapport à ce renchérissement du crédit et la difficulté qui pourrait empêcher les consommateurs d'accéder à la propriété. Mais pour l'instant, dans les indicateurs que l'on suit, ça ne se voit pas encore au niveau du volume des crédits distribués. Ce qu'il faudrait regarder, c'est le volume des permis de construire accordés sur la région ou sur le territoire, pour voir si l'impact est déjà là, s'il y a une anticipation des acteurs de l'immobilier ou pas. Je relaye une question de Tali Marx, qui sera peut-être la dernière au vu du timing. Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut étudier par rapport aux perspectives sur la RE 2020 et sur la rénovation énergétique où le bois pourrait prendre sa part? Le sujet des entreprises qui produisent des isolants, comment sont-elles classées? Est-ce qu'elles sont dans le travail du bois ou autre? Je pense que ça rejoint un petit peu la thématique. Oui, c'est ça. Il faudra que ce soit dans notre discussion quand on envisagera la suite. Pour que vous puissiez parce que moi je suis super familier de toutes les directives dont vous parlez, donc en fait il faudra juste qu'on trouve l'interface entre Fibois et nous pour dire quelles entreprises nous intéressent, où est-ce qu'elles sont localisées, et ce sera exactement la même mécanique que ce que je vous propose, c'est si l'INSEE n'a pas fait le code NAF, construisons l'échantillon. Là-dessus, il n'y a pas de code NAF. C'est même pas la peine. Voilà. Donc effectivement, il y a guère d'autre moyen que de créer des échantillons pertinents et adaptés. Et en plus, les faire vivre. Voilà, ça soit cossu. Président, je vous propose de clôturer peut-être la séance. Eh bien, clôturons. Et puis, non, je pense que c'est une étude tout à fait intéressante et mais ça on l'a déjà dit, c'est tout à fait pertinente et il paraîtra effectivement important de la continuer, de la poursuivre. Donc, on continuera à travailler ensemble. D'accord. Avec plaisir. Et merci pour la qualité de l'étude.
Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à ces travaux hein, que nous réalisons. C'est vraiment le fruit d'une collaboration et on le voit aujourd'hui. Hein. D'autres, on a déjà travaillé un certain nombre de sujets, mais d'autres demandes, d'autres besoins émergent et évidemment, on sera ravis de poursuivre cette collaboration avec FIBOIS. Merci à tous pour votre participation, tous et toutes, pour votre participation et vos questions. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci. Bonne journée à tous et toutes. Merci. Merci, bonne journée.